Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Donc, une fois n'est pas coutume, mais en tout cas, on est là d'essentiel. On va passer un bon petit moment ensemble à parler, à échanger. Et on est heureux de vous revoir. Bon, vous êtes heureux de nous revoir surtout. Et merci de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le sociologue canadien d'origine haïtienne, Frédéric Boiron. On voulait parler de la crise haïtienne vue du Canada, mais avec un thème qui résumerait cette nouvelle série que nous aimerions lancer sur le plateau de Métropole, Dernière ronde. C'est comme match final. C'est pour dire qu'aujourd'hui, là où se trouve le pays, c'est vraiment le summum de la crise. Crise sécuritaire, crise économique, crise politique. Et dans un instant ou dans quelques jours, le président va avoir 2 ans depuis qu'il est assassiné, ou bien ce sera le 2e anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le chef de l'État est assassiné. Donc ça, c'est la dernière ronde. On va en parler, mais on va aussi parler de l'actualité, les dernières déclarations faites dans la presse, que ce soit canadienne ou haïtienne, en tout cas internationale, au sujet de la crise haïtienne ou autour de la crise haïtienne. On va parler de tout cela avec le sociologue Frédéric Boiron, qui est déjà là avec vous, avec nous. Bonjour, bienvenue, professeur, Monsieur Frédéric Boiron. Un plaisir de vous accueillir à chaque fois et au-delà des mots, au-delà de la crise, les échanges sont toujours, je dirais, cordiaux entre nous. Bienvenue sur Métropole. Merci beaucoup de l'invitation et merci aux gens qui tentent de vous regarder et écouter. Merci beaucoup. Donc, c'est ce matin que vous m'avez appris que vous connaissez personnellement Monsieur Pierre-Louis Aupon, celui qu'on a enlevé hier, ancien président du Conseil électoral provisoire. Vous avez fait l'université avec lui au Canada, m'avez-vous confirmé ce matin? Pierre-Louis Aupon, nous avons étudié tous les deux à l'Université du Québec à Montréal, étudiant brillant et qui, par la suite, est rentré en Haïti. Il faisait partie des gens qui n'étaient pas enracinés au Canada, mais il a quand même vécu très longtemps ici. Donc, la nouvelle de son kidnapping a eu beaucoup d'écho au Canada, dans la communauté haïtienne, et nous espérons qu'il va s'en tirer sans trop de tort. Et j'ai aussi connu son épouse, Marie-Lucie Bonhomme, que j'avais rencontrée lors d'une tournée média pour faire la promotion de mes livres en Haïti. C'est une personne aussi que je qualifie comme une journaliste extrêmement professionnelle qui était extrêmement rigoureuse dans son travail et qui m'a mis au défi de défendre mes idées et c'est le genre de choses que j'aime. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réaction publique, si vous voulez, sur ce cas précis, et puisque vous nous confirmez que M. Pierre-Louis Aupon a étudié au Canada, donc a connu un bon monde là-bas. Est-ce que ces gens ne se prononcent pas, c'est-à-dire sur cet énième cas d'enlèvement? En fait, la nouvelle est arrivée tard dans la nuit hier, donc ce matin, on n'a pas encore de réaction dans les médias de la communauté. Il faut dire aussi que la majorité à part une radio qui fonctionne 24 heures sur 24, la majorité des émissions de la communauté se passent la fin de semaine. Donc, il n'y a pas encore de réaction vraiment. Donc, ceci nous porte à comprendre que la crise va de mal en pis, n'est-ce pas? Et pourtant, on ne reste qu'à des phases qu'au stade de déclaration sur la crise haïtienne. Jusqu'à présent, aucune action concrète selon le regard et le constat de plus d'un. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites quand vous remarquez qu'on ne fait que faire des déclarations autour de la crise, au sujet de la crise haïtienne du Canada, des États-Unis et des autres pays, notamment de la communauté internationale de manière générale? Mais je vous dirais que la première chose qui attire mon attention, c'est qu'il n'y a pas de déclaration qui vienne d'Haïti. C'est-à-dire le gouvernement, si on peut l'appeler ainsi, de Ariel Henry est un gouvernement muet.
un gouvernement qui fait silence radio, qui n'émet pas de son, pas d'image. On n'a pas d'informations qui viennent de ce gouvernement. Donc, on ne peut pas comprendre. C'est plus difficile d'analyser quand les premiers acteurs ne donnent pas d'informations. Donc, à part, je dirais, Ariel Henry lui-même qu'on entend parfois, et peut-être Émilie Prophète qu'on entendait à un certain moment donné et qui, depuis quelque temps, a aussi fait silence. Donc, ceux qui dirigent Haïti ne communiquent pas. Donc, on doit se fier sur ce que dit l'international alors que le national ne nous donne pas d'informations pour analyser. Vous avez l'impression que l'on fait face à cette théorie en communication, quand vous ne communiquez pas, on communique pour vous, et comme qui ne communique pas, communique quand même quelque part. Donc la nature a horreur du vide. En Haïti, on ne communique pas. Dans l'international, on communique pour nous, mais c'est toujours l'international à sa manière. Oh, ben, écoutez, l'international sur la question haïtienne, c'est quelque chose qui a toujours été su. L'international défend ses propres intérêts. Donc, le problème en Haïti, et c'est un problème récurrent, c'est un problème qui a toujours existé, c'est qu'il n'y a personne en Haïti qui défend les intérêts des Haïtiens. Donc, et pendant ce temps, ben, l'international joue son jeu et il n'y a pas de réplique. Vous parlez de dernière ronde, donc il n'y a pas de réplique. On ne sait pas je dirais, quelle est la position de ceux qui sont supposés défendre les intérêts des Haïtiens. Donc, l'international a le champ libre pour imposer des choses à Haïti. Et puis, ben, tout le monde fait silence. Même cette annonce faite autour de l'installation d'un bureau, l'annonce c'était en République dominicaine. On sait qu'il y a des réactions dominicaines repoussant donc ou rejetant même d'un revers de main cette proposition, cette annonce faite par le Canada. Donc le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui invite le gouvernement à dialoguer beaucoup plus sérieusement autour de la crise, bon, pour un dialogue plus inclusif, ainsi de suite. C'est-à-dire même ça aussi, c'est à cause du vide que ces déclarations se font autour d'Haïti, au sujet d'Haïti, mais des déclarations qui n'engendrent jusqu'à présent pas d'action. Nous revenons sur le mot. Bon, vous avez dans ce que vous venez de dire, vous avez 4 acteurs différents. Il y a les représentants haïtiens, Anthony Blinken, les Dominicains, le gouvernement dominicain et le gouvernement canadien. Vous avez 4 acteurs. Si on prend les 4, si on essaie de voir quel a été le comportement des 4 autour de cette annonce du Canada qui dit on va implanter un bureau en République dominicaine pour aider la police haïtienne. Première chose, les Dominicains disent mais nous n'avons jamais négocié avec le Canada pour l'installation d'un bureau. Et ça, c'est le ministre des Affaires étrangères qui le dit. C'est rapporté dans le Journal de Montréal, c'est rapporté un peu partout, comme quoi que le gouvernement dominicain dit nous n'avons pas eu cette entente avec le Canada. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous avez le Canada qui fait cette annonce, qui ne semble pas une annonce préparée d'avance. Donc, on dit qu'on s'en va en République dominicaine, dépenser 20 millions de dollars pour s'installer, alors que les Dominicains disent non. Ça pose d'énormes questions sur le leadership que le Canada était supposé d'avoir sur Haïti et sur la crise haïtienne. Alors, ce leadership-là, c'est pas seulement de prendre le pas sur Haïti, c'est de travailler avec des partenaires. Or, les mêmes partenaires, dont la République dominicaine, disent « mais le Canada ne travaille pas avec nous, le Canada veut nous imposer un bureau ». Pendant ce temps, autre partenaire beaucoup plus large, la CARICOM reprend le leadership sur Haïti avec la réunion qui a été faite à la Jamaïque et réunion sur laquelle on dit qu'il va avoir une suite. Donc, je reviens encore au Canada pour dire, mais justement, le Canada qui prétendait prendre le leadership, parce que ça a été dit exactement dans ces mots, c'est Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères du Canada, qui disait « Nous avons le leadership sur la question haïtienne ». Alors, ce qui est en train de se mesurer actuellement, c'est que non, le Canada n'a pas de leadership sur Haïti parce qu'il est incapable d'amener des partenaires à travailler avec les fonctionnaires canadiens. Maintenant,
pendant que tout ça se passe, il n'y a aucune réaction du gouvernement haïtien. Encore une fois, si on peut l'appeler gouvernement, il n'y a aucune réaction. On ne sait pas s'ils veulent, s'ils sont d'accord, s'ils ont eux-mêmes parlé aux Dominicains. Il est question aussi d'implanter un bureau satellite en Haïti. On ne sait pas si le gouvernement haïtien a donné l'autorisation au Canada d'installer ce bureau satellite. Donc, on ne sait pas. Personne ne sait ce que veut Haïti. Pendant ce temps, Anthony Blinken, qui semble lui aussi donc le représentant américain, qui veut s'immiscer dans le jeu pour s'assurer qu'on ait l'impression, en tout cas, que le véritable maître du jeu, ce sont les États-Unis. Maintenant, alors, voilà un élément et voici comment tous les acteurs se sont comportés autour de ça. Maintenant, si on revient sur la déclaration ou les déclarations canado-dominicaines ou dominicano-canadiennes, la ministre des Affaires étrangères canadienne, Mélanie Joly, a fait cette déclaration et la réplique a été immédiate de la part de la République dominicaine. Est-ce que là, il n'y a pas un accroc diplomatique? D'un côté, c'est-à-dire comme pour rappeler au Canada, hey, ici ce n'est pas un désert, ce n'est pas la savane comme on le dit en créole, c'est pas savane, non. Hey, on a quand même des chefs ici, comme une bonne petite mauvaise tape sur la main pour dire ici, il y a des gens qui vraiment qui contrôlent les choses. D'abord, est-ce que là, c'est pas vraiment une autre manière pour le Canada d'agir en suprémaciste sur la région, sans conversation, sans discussion ou négociation, de faire l'annonce comme s'il fallait faire ça dans une savane, par exemple? Est-ce que ça, c'est pas un accroc et une forme de suprématie? Vous savez, malgré tout ce que je viens de vous dire, je reste extrêmement surpris que le Canada ait pu penser ou ait fait cette proposition sans discuter avec les autorités dominicaines. Ça reste tellement gros comme accroc à la souveraineté d'un pays que c'est impensable. Même en Haïti, qui est un pays déstructuré, une organisation qui s'installe doit respecter des règles, les règles établies par l'État pour installer un bureau dans un pays. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, le Canada, c'est vrai, n'a pas une grande expérience d'impérialisme, si on peut mettre ça entre guillemets, mais de là à faire un accroc diplomatique de ce niveau-là, c'est impensable, au point même de ce que je me demande depuis quelques jours, est-ce qu'on a toute l'information sur cette histoire? Parce que c'est pas gros, c'est grossier. C'est tellement grossier de penser qu'on peut rentrer dans un pays, s'installer sans obtenir l'autorisation des autorités compétentes. Donc, ça reste une énigme pour moi. Est-ce que ce n'est pas l'expérience haïtienne qui fait croire, qui fait penser que c'est partout pareil, tout vous capable d'eau? L'expérience haïtienne en Haïti, bon, vous suivez l'actualité, c'est-à-dire on vient, on impose, voilà. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas quand même. La République dominicaine reste un pays structuré avec un État, avec des organisations. Alors, je voudrais peut-être expliciter ma question, Monsieur Frédéric Baron. C'est-à-dire, puisqu'en Haïti, on peut imposer n'importe quoi, on peut penser aussi que dans la région, ça pourrait être pareil. Oui, mais le Canada est un partenaire de la République dominicaine. Ils savent, sinon ils doivent savoir que c'est pas une savane, comme vous le dites. Donc, il y a des règles à respecter, tout le monde le sait. Même en Haïti, il y a des règles à respecter. Moi, j'ai fait des projets en Haïti, il y a des règles à respecter. On peut pas arriver comme ça. Même déstructuré, on ne peut pas arriver comme ça. Même après le tremblement de terre, il y a eu des ONG qui sont rentrées en Haïti qui devaient obtenir l'autorisation de travailler en Haïti. Donc, même dans un pays déstructuré, il faut obtenir des autorisations. Maintenant, l'ambassadeur canadien en Haïti, le diplomate Sébastien Carrière, a expliqué que c'est parce que le Canada voulait implanter le bureau dans un pays non seulement un peu proche, limitrophe, approximatif, mais dans un pays où il y a assez de pays amis d'Haïti, sensibles à la crise haïtienne,
Donc, c'était d'abord le premier argumentaire présenté par le diplomate Sébastien Carrière. Et l'autre explication qu'il a donnée, ou bien l'autre information, c'est que le Canada continue de chercher dans la région, dans les environs, un autre pays capable d'accueillir ce bureau. C'est-à-dire, le projet est encore là, mais pour Haïti, mais pas en Haïti. Ça fait partie de l'absurdité, hein. C'est-à-dire que si on veut implanter des mesures en Haïti pour ramener la sécurité, quelle est la logique de ne pas amener un bureau semblable en Haïti même? Pourquoi cette distance? Pourquoi être ailleurs qu'en Haïti? Est-ce que le Canada a pris tellement l'habitude de faire du télétravail qu'on va travailler comme ça? Non. Le vrai problème, c'est que le Canada actuellement est coincé dans un scandale au Canada qui est sur l'ingérence chinoise au Canada. Le Canada est extrêmement sensible à l'idée d'être perçu comme un pays qui fait de l'ingérence en Haïti. Donc, on est en train d'essayer de trouver des façons pour ne pas porter cette étiquette-là. Parce qu'on ne peut pas et on n'a pas le droit de faire à d'autres ce qu'on reproche à la Chine de faire ici au Canada. Donc, il y a cette sensibilité qui fait qu'on veut être ailleurs. Mais le Canada fait déjà de l'ingérence en Haïti. Ces bateaux qui se promenaient dans la rade en Haïti, c'est de l'ingérence. Cet avion qui survole Haïti sans que le gouvernement haïtien n'ait dit qu'il ait donné l'autorisation pour le faire, c'est de l'ingérence. De toute façon, le Canada avait l'habitude de faire l'ingérence. C'est le Canada qui avait imposé Michel Martelly comme président d'Haïti avec le corps groupe à l'époque. C'était Lawrence Cannon, qui était le ministre des Affaires étrangères du Canada, qui était à la tête du corps groupe à ce moment-là. Donc, le Canada a cette habitude-là. Maintenant, le Canada, qu'il est pris lui-même dans cette réalité de l'ingérence étrangère, devient un peu plus prudent dans la façon de gérer Haïti. Et face à tout ça, il y a le député canadien d'origine haïtienne, l'honorable Emmanuel Dubourg, c'est comme ça qu'on les appelle là-bas en Haïti aussi, qui dit que le Canada n'écarte pas la possibilité de venir combattre les gangs aux côtés de la police haïtienne, même quand il n'y a pas vraiment de décision prise là-dessus, mais c'est un sujet envisageable et envisagé aussi selon les explications qu'il a partagées. Du Canada étant, comment est-ce que vous comprenez cette déclaration? Bien, est-ce que c'est une idée vraiment centrale du gouvernement canadien ou bien du Canada, ou bien est-ce que c'est une déclaration uniquement politique qui est faite sur la question, puisqu'il s'agit d'un homme politique, d'un député, qui peut avoir sa pensée politique particulière aussi? Bon, d'abord, je dois vous dire que l'honorable député Emmanuel Dubourg est un ami personnel. Je n'ai pas entendu cette déclaration-là. Ce que je l'ai entendu dire, c'est une entrevue qu'il a donnée au journaliste Jean-Numa Goudou du journal Métro, je crois, ou Intexto, où il disait que lui, il trouvait que le Canada pouvait faire plus que ce qui se fait maintenant. Ça fait partie aussi de sa déclaration. C'est une séquence de sa déclaration. D'accord. OK. Maintenant, en ce qui a trait à une intervention militaire... Non, pas militaire. Je précise pour vous, sociologue Frédéric Baron, il n'a pas dit que c'est une intervention militaire. Il a parlé d'une intervention de police, par exemple. Il n'a pas parlé d'intervention militaire, d'intervention de police aux côtés de la police nationale pour aider à résoudre la crise. Ce n'est pas une intervention militaire, mais de police à côté de la police nationale. Une possibilité qu'on envisage. Ce n'est pas que l'annonce soit effective. C'est ça. La dernière interview qu'il a accordée à Jean-Numa Goudou, c'était la semaine dernière. Parfait. Monsieur Dubourg est dans le secret des dieux, pas moi. Donc, lui, il est au gouvernement, il a accès au premier ministre, il a accès à la ministre. Donc, je comprends qu'il puisse faire cette affirmation. Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne peut pas avoir d'intervention, que ça soit police, que ça soit militaire, que ça soit autre. Il ne peut rien avoir de ça s'il n'y a pas une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Or, Mélanie Joly, à l'émission Les coulisses du pouvoir, une émission de Radio-Canada, a dit que le Conseil de sécurité de l'ONU est actuellement paralysé par la Chine et la Russie. Donc, toute intervention en Haïti, qu'elle soit accompagnée de police ou de militaires,
demande cette résolution. Donc, nous sommes dans un cercle fermé. Tant qu'il y a blocus au Conseil de sécurité, il ne pourra pas avoir une résolution pour le faire. Maintenant, rappelez-vous qu'il y a eu des missions de police en Haïti. Il y a eu des missions de police en Haïti avec, en fait, même la MINUSTA était accompagnée de policiers, des policiers canadiens étaient présents, les policiers québécois étaient présents, mais ils étaient aussi sous une résolution du Conseil de sécurité. Donc, si M. Dubois dit qu'effectivement, il aimerait que la police canadienne, québécoise accompagne la police haïtienne, il doit aussi comprendre que cette mesure-là a des limites dans son accomplissement parce qu'il n'y a pas de cadre légal pour le faire. On dirait que jusqu'à présent, rien n'est légal, que ce soit en fait ici ou là-bas, en tout cas au sujet de la crise haïtienne. C'est peut-être ce dont on va parler après la pause. Oui, mais c'est important ce que vous dites. Rien n'est légal dans la situation en Haïti, mais les pays de la communauté internationale ne peuvent pas rentrer dans l'illégalité. Donc, on va en parler et après la pause. Donc, beaucoup plus largement, M. Frédéric Boiron, sociologue canadien d'origine haïtienne, qui est avec nous sur le plateau pour parler de la crise haïtienne. Donc, la crise haïtienne vue du Canada, mais nous ajoutons un sous-thème à notre thème central parce que nous suivons de très près l'actualité. Dernière ronde, avec un président assassiné, des enlèvements au quotidien, de sécurité de manière générale et globale, avec une crise institutionnelle de manière globale et générale, pas de parlement, donc un exécutif peut-être contesté ou sans dire peut-être, une crise politique, des discussions, des rencontres qui n'apportent pas grand-chose en termes d'action politique réelle, la famine qui menace toute la société, les écoles qui fonctionnent à peine si les institutions sanitaires fonctionnent réellement. La crise est globale. Ne s'agit-il pas de la dernière ronde? On en parle davantage après la pause, madame, monsieur. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur, bon retour. Et si vous étiez des nôtres, bienvenue si vous êtes à peine branchés. Votre invité de ce matin, c'est le sociologue canadien d'origine haïtienne, Frédéric Boiron. La crise sociopolitique haïtienne vue du Canada, mais dernière ronde. On explique les paramètres de notre compréhension de ce sous-thème que nous donnons à l'émission d'aujourd'hui, dernière ronde, parce que vraiment la situation devient catastrophique. Personne ne contrôle rien ou rien ne contrôle personne. En tout cas, la société est comme un peu prise en otage. Mais je voudrais peut-être, au début de la seconde tranche, faire cette image avec vous. Vous savez, à la maison, lorsque ça va mal, vous pensez à papa, vous attendez ce que maman va dire. Un oncle, une tante pour les gens qui vivent avec d'autres membres de la famille. Une société, selon les sociologues, c'est pareil. Il y a quelqu'un que vous regardez, un gouvernement par exemple. Vous croyez qu'il est là, qui doit prendre des décisions de justice, de santé, d'éducation et autres. C'est-à-dire, quand ça va mal, vous avez une porte à laquelle frapper. L'Haïtien d'aujourd'hui semble perdu et il se sent sans repère face à ce qui se fait. Comment vous comprenez ça? Où tout est illégal, nous l'avons dit, presque. Mais d'abord, premièrement, il y a rien qui se fait en Haïti actuellement qui respecte la Constitution haïtienne. Et je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue non plus que la Constitution haïtienne est probablement le seul scrutin qui n'a jamais été contesté. Ça a été l'approbation de cette Constitution-là qui n'est pas respectée présentement parce que, il n'y a pas d'élus, à partir du moment où il n'y a pas d'élus, la Constitution ne peut pas être respectée. Donc, nous sommes en démocratie. En fait, Haïti devrait normalement être dans une démocratie représentative. Donc, ça veut dire que les citoyens élisent des représentants pour décider pour eux, pour les protéger, pour leur donner pour leur donner des services de santé, d'éducation, s'assurer de la circulation des marchandises, des biens, sécurité, etc. Donc, là, actuellement,
puisqu'il n'y a aucun représentant. Le principe de représentant en démocratie, c'est un principe qui est très clair quand on regarde la Chambre des représentants aux États-Unis, en Australie, en Grande-Bretagne, on parle des représentants de la Chambre des représentants. Donc, en Haïti, normalement, les sénateurs, les députés sont des représentants et le seul représentant qui est élu, qui est choisi par l'ensemble des citoyens, c'est le président de la République. Or, il n'y a pas de président de la République choisi par l'ensemble de la population, donc ce qui lui donne un pouvoir majeur, donc effacer toutes ces théories qui disent que le président est mineur. S'il y en a un qui est majeur, c'est lui, parce qu'il est élu par l'ensemble de la population. Les autres sont élus par circonscription, par comté, par arrondissement, etc. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas ces représentants-là, vous n'êtes pas en démocratie. Mais maintenant, le rôle de ces élus-là, c'est de s'assurer que l'État étant l'ensemble des organisations qui exécutent les politiques gouvernementales, donc les organisations de l'État, les écoles, les hôpitaux, cliniques, etc., soient disponibles, disposés pour servir la population. Donc, maintenant, ces organes de l'État ne fonctionnent pas non plus. Et, M. Desaugustes, une des choses les plus fondamentales quand on veut faire une démocratie, c'est qu'il faut d'abord savoir combien de personnes vivent dans un pays. Or, en Haïti, j'écoute les gens imaginer le nombre de personnes qui vivent dans le pays. Il y a des gens qui disent 10, 11, 12, 13. J'ai même entendu Jovenel Moïse dire 14 millions de personnes. Alors, quand on ne sait pas combien de personnes vivent dans un pays, on ne peut pas demander aux organes de l'État de desservir convenablement les citoyens. Or, cette idée même qu'il n'y ait pas eu un recensement en Haïti est probablement le premier élément sur lequel il faut se pencher pour juger de la classe politique haïtienne. Cette classe politique, parce qu'elle n'a aucune préoccupation pour la population, ne cherche même pas à savoir combien de personnes vivent dans le pays. S'il y a une façon d'évaluer cette classe politique, c'est celle-là. C'est qu'elle n'a aucune préoccupation, aucun souci pour la population. Parce que quand on sait combien de personnes vivent dans un pays, on sait combien d'écoles on a besoin, combien de classes on a besoin, combien de cliniques, combien de kilomètres de route qu'il faut faire pour permettre aux gens de recevoir la nourriture après les récoltes. Donc, si on n'a pas ça, eh bien, on n'est pas en démocratie et on s'éloigne chaque jour du principe. Pour aller vers où? Vers quoi? Si on s'éloigne chaque jour de la démocratie, on va vers quoi? Mais c'est assez intéressant parce que, en réalité, je crois que la Constitution de 87, la première préoccupation dans cette Constitution, c'était de tout faire pour qu'il n'y ait plus de dictature en Haïti. Or, ce qu'on vit aujourd'hui en Haïti, parce que justement les gens ne sont pas élus, c'est une dictature. Ah bon? Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Ah, absolument. C'est une dictature. Je l'ai dit au Parlement canadien. C'est une dictature qu'il y a en Haïti parce que, d'abord, le premier ministre n'a pas été choisi par la population et il remplit le rôle du président qui aurait dû être choisi par la population. Maintenant, il n'a pas de contre-pouvoir. Essentiellement, le premier ministre, son travail est jugé par la Chambre des députés et le Sénat. Or, il n'y a pas de Sénat. Il n'y a pas de Chambre des députés. Donc, il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc, il décide tout seul avec un groupe de ministres. Il décide tout seul et il exécute tout seul. Donc, personne ne peut évaluer son travail. Donc, personne ne peut dire, bon, c'est le temps de congédier le Premier ministre. Qui peut congédier le Premier ministre? Personne. Donc, si on ne peut pas congédier un représentant légitime ou illégitime, si on ne peut pas le congédier, on est en dictature. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui pour celui qui se sent perdu face à la crise sociopolitique, sociosécuritaire, où il n'y a pas une opposition forte, avec des positions unitaires, uniques? Qu'est-ce qui est possible dans votre regard de sociologue? C'est vrai que vous vivez au Canada depuis des années avec des regards sur Haïti aussi,
Qu'est-ce qui peut être possible? Les changements dans une société se produisent de plusieurs façons. D'abord, la rue est une façon de provoquer le changement. Or, en Haïti, ce que j'observe, c'est que la population elle-même est devenue totalement immobile. Il n'y a pas de mouvement de population. Je n'invite personne à craser, briser, etc. Je n'invite personne à ça. Je fais une analyse. Je dis qu'il n'y a pas de mouvement de population. Il y a eu des mouvements de jeunes dans le temps de côté comme Petro-Caribé, Nopap Dormi, etc. On voit que ces groupes ont été réduits au silence. Dans toute société, dans tout changement qui va se produire, ça va venir de la jeunesse d'un pays. Or, cette jeunesse actuellement est immobile. Elle est ankylosée. L'autre facteur de changement, je pense par exemple à mai 68, c'était les étudiants en France qui avaient provoqué le changement. Ici au Québec, on appelle le mouvement les carrés rouges, ce sont encore une fois des étudiants qui avaient provoqué le changement. On ne voit pas de mouvement étudiant en Haïti se mettre justement en mouvement. On ne sent pas ça. L'autre facteur, ce sont les artistes. Or, en Haïti, si on regarde, si on enlève les habituels artistes qui sont dans la catégorie d'artistes engagés, eh bien, les artistes populaires, quand un pays est dans une situation comme celle-là, bien, on les voit arriver au front pour dire « c'est assez ». Il s'est produit quelque chose que je déplore. Et bon, il y a eu l'enlèvement, le kidnapping de Frédéric Dupoux, qu'il s'appelait. C'était un cousin de Mika Ben. Quelques jours après la mort de Mika Ben, il y a eu cet enlèvement, ce kidnapping. Et les artistes populaires haïtiens, les artistes du HMI, Compas, avaient parti un mouvement pour demander la libération de Frédéric Dupuis. Malheureusement, ce mouvement devait normalement être soutenu pour toute autre personne qui aurait été enlevée en Haïti. Je compatis avec la famille de Frédéric Dupuis, mais je vous dis qu'en même temps, sa vie est à la même valeur que celle de Omachan Pistache, Onchagne et puis Pierre-Louis Opon, Marie-Lucie Bonhomme. Donc, toutes les vies ont les mêmes valeurs. Est-ce que là, vous êtes en train de nous dire, sociologue Frédéric Boiron, que l'individualisme peut être constitué comme la pierre d'achoppement dans tout élan vers le développement, dans tout élan vers la démocratie? L'individualisme, ça tue. Est-ce que c'est ce que l'on doit comprendre? La première responsabilité qu'on a quand on vit dans une démocratie, c'est d'être responsable l'un de l'autre. Responsable de son voisin, responsable des gens qui vivent dans notre maison, mais responsable de tous ceux que nous croisons sur la rue. Nous sommes tous responsables l'un de l'autre. Et ceux qui ont le pouvoir de la parole, comme vous et moi, nous avons cette obligation de défendre les autres. C'est ça, notre responsabilité. Moi, j'ai accès aux médias, j'ai accès aux journaux, je peux écrire, je peux parler à la télévision en Haïti, à la radio en Haïti, et au Canada, en France et ailleurs. Donc, j'ai une responsabilité qui vient avec ça. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de qu'est-ce que je fais pour permettre à d'autres d'avoir une vie aussi confortable, sinon plus confortable que la mienne. Donc, c'est ça, vivre en démocratie. C'est une communion de personnes. Donc, nous n'avons pas tous les mêmes opportunités, et ceux qui sont responsables, les représentants dans cette démocratie, ont justement cette responsabilité de s'assurer que les opportunités soient les mêmes pour tous et pour toutes. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire en Haïti. Et c'est ça le grand challenge, c'est ça le grand défi, c'est ça le dernier round dans laquelle on doit s'embarquer, c'est de justement sortir de cette culture qui nous a été imposée par la dictature pour comprendre que justement, permettez-moi cette expression, nous pas qu'à vivre l'en chien manger chien. C'est tous pour un. C'est tous pour un pour tous. C'est ça la démocratie. Nous devons tous nous mettre ensemble pour faire avancer un pays. C'est pas une réalité individuelle, c'est une réalité collective. Il y a des gens qui utilisent, je me rappelle un professeur qui avait fait mention de cette expression, souvent on s'unit dans le mal, mais pas dans le malheur. C'est-à-dire, on regarde quand il y a
un crase est brisé, on s'unit. Quand il y a une lutte pour démanteler un pouvoir, on s'unit. Peut-être avec de très bons prétextes, mais on ne peut pas s'unir dans le malheur, c'est-à-dire dans ce que vit le pays là aujourd'hui, pour parler d'une seule voix. Il y a des gens qui pensent que c'est aussi un autre mal qui ronge le pays. Oui, bien, on part de loin. On part de loin. On parle d'un pays qui a vécu 30 ans de dictature et 30 ans de tergiversation pour essayer de rentrer dans la démocratie. Et nous n'y sommes pas parvenus jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas même passé près de la question de la démocratie. Donc, tout est à faire. Moi, je dis que Haïti est à l'an zéro de la démocratie. Ah bon? On commence. Ah oui, bien sûr, on commence. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement une structure, c'est une culture liée. Il faut que l'homme haïtien, la femme haïtienne conçoivent la vie en collectivité différemment de Sanap fait Kounyala. Okay? Janap Viv Kounyala, nous pouvons intégrer la culture démocratique. Côté que il faut qu'on se fasse confiance mutuellement. C'est la confiance qui est le ciment de la démocratie. C'est toute une éducation. Alors, nous n'y sommes pas. Mais, bien sûr, mais ça devrait être, la démocratie devrait se retrouver dans le matériel scolaire, dans les livres scolaires. On devrait apprendre ça dès les premières années d'école. Vivre ensemble. On vous comprend. C'est l'expression qu'on utilise ici au Québec, le vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, le vivre ensemble? Ça veut dire que nous sommes responsables l'un de l'autre. Nous devons vivre ensemble. Il faut détacher les deux mots et les recoller ensemble. Vivre ensemble, c'est ça, le vivre ensemble. Il y a Franck Etienne, l'écrivain, l'artiste, le professeur, qui récemment a fait une déclaration, entre autres, sur le plateau de Métropole, que je vais utiliser peut-être pour la deuxième ou la troisième fois. Il parle d'une pensée politique perfide, stérile, débile, donc en Haïti, c'est-à-dire en prenant l'exemple des résultats, pas d'éducation réelle, pas de santé, pas de sécurité, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait repenser notre régime politique ou bien ce qu'on va faire du pays, puisqu'on parle, puisque vous parlez vous-même d'une forme de dictature qui se trouve à l'horizon dans le pays à cause de toutes les facettes, de tous les paramètres dont vous avez fait mention tout à l'heure. Le professeur Franck Etienne avait-il raison de parler de pensée politique perfide, stérile, débile? A-t-il dit? Oui, mais à côté de Franck Etienne, je me sens très petit, donc je ne voudrais pas contredire Franck Etienne. C'est un géant que je ne voudrais pas contredire. Je vais tout simplement signaler sa grande générosité quand il parle de pensée politique haïtienne, de vision politique haïtienne. Bon, moi, je dirais plutôt qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de vision, justement, parce que s'il y avait une vision, on saurait combien de gens vivent en Haïti présentement dans le pays et combien ils seront en 2050, en 2060, en 2070. Donc, il n'y a pas de vision. C'est une structure politique où les gens ont toujours été appelés à réfléchir à court terme. Et c'est le plus grand drame de ce pays. Et s'il y a une vision politique qui est une vision court-termiste, eh bien, Franck Etienne a raison de dire que c'est stérile d'avoir une vision comme celle-là pour un pays. Donc, parce que pour avoir une vision politique, la première préoccupation, ça doit être l'autre. Or, la préoccupation n'est pas l'autre. La préoccupation est soi. La classe politique haïtienne, et moi, je plaide pour qu'elle soit remplacée le plus rapidement possible. Ces gens ces vieux hommes déphasés, limoneux, déclassés par la modernité, encore par la contemporanéité, n'ont plus leur place pour développer un pays. Ils sont contaminés. Je vais vous poser des questions vraiment ponctuelles sur des sujets d'actualité spécifiques. Sans explication, je vous les pose rapidement. Sommet interhaïtien-Jamaïque. Quel est votre regard là-dessus? Avec des réponses courtes peut-être.
Moi, on m'avait posé la question avant le sommet. Je vous réponds la même chose que j'ai répondu avant le sommet. Ça ne peut rien donner parce que les autres sommets avant n'avaient rien donné. Bon, alors, le résultat est encore là. Donc, on voit bien que ça n'a rien donné. Ce sommet-là aurait dû cristalliser l'opposition. L'opposition, c'était pas seulement de signer quelque chose, mais l'opposition aurait dû revenir avec une feuille de route. Et c'est tout ce qui manque en Haïti présentement. C'est une feuille de route. C'est pas 4-5 éléments énumérés comme ça. Non, c'est une feuille de route. Il n'y a pas de feuille de route pour sortir le pays de sa situation. Alors que si l'opposition en Jamaïque s'était mis ensemble pour créer cette feuille de route, probablement qu'on aurait eu un résultat intéressant. Et peut-être pour parler d'une seule voix aussi, ce qu'on voulait dire, M. Frédéric Braon. Allô? Sociologue Frédéric Braon, est-ce que vous y êtes? Bon, c'est l'inconvénient du direct, ça on peut le comprendre. Richard Steins, heureusement, on est toujours prêt. Donc, en ce sens-là. Donc, quand on a juste une question d'image. Est-ce que vous y êtes? Oui, je suis là. OK, parfait. Alors, l'autre question ponctuelle que j'allais vous poser, c'est au-delà du sommet de la Jamaïque, ou à la Jamaïque notamment, phénomène Boakale, justice expéditive, BK, on l'appelle ici comme ça. Quel est votre regard là-dessus? Vous savez, moi, je reproche à Emily Prophète d'avoir émis un communiqué comme ministre, je crois, de la Sécurité publique, disant aux gens qu'ils avaient, que la Constitution prévoyait qu'ils pouvaient se défendre. C'est vrai. Sauf que elle a donné le coup d'envoi de ce mouvement-là. Le problème avec le mouvement Boakale, je ne peux pas écrire sur la démocratie et vous dire aujourd'hui que je trouve que c'est une belle chose que le mouvement Boakale. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça parce que ce serait aller à l'encontre de tout ce que j'ai dit et écrit depuis le début. Maintenant, parce que quand vous prenez un mouvement comme Boakale, vous invitez le citoyen à juger, arrêter, exécuter, condamner, exécuter dans l'ordre, vous mettrez tout ça dans l'ordre, et donc vous l'invitez à se faire justice lui-même. Or, que ce n'est pas ça dans une démocratie. Il y a des structures dans l'État, il y a des tribunaux, il y a des juges qui sont nommés pour justement s'assurer que cette justice soit bien rendue. Maintenant, en amenant un mouvement comme Boakale, il ne faut pas seulement voir qu'il peut avoir des... D'abord, ça ne respecte pas les principes de la démocratie, on s'entend là-dessus. Il peut avoir des dérapages, il peut avoir des victimes collatérales. Maintenant, ressouder une société après un mouvement comme celui-là, je vous disais qu'on était à l'an zéro de la démocratie. Avec un mouvement comme Boakale, on n'est plus à l'an zéro. On est probablement à l'an moins 10, moins 15, moins 20, moins 35. Parce que justement, si ça perdure un mouvement comme ça, on perd confiance dans l'autre. On perd confiance dans l'autre et c'est la confiance qui est à la base de la démocratie. Et pourquoi est-ce qu'on est rendu là avec Boakale? Justement, je ferme le cercle vicieux pour vous. Pourquoi est-ce qu'on est rendu à Boakale? Parce que justement, les gens n'avaient pas confiance que le système de justice allait rendre justice, que le système pénitentiaire allait exécuter les sentences. Donc, ils se sont fait justice eux-mêmes sur un appel lancé par la ministre de la Sécurité publique. Donc, on est en train de créer un monstre avec un mouvement comme celui-là, parce que après, je comprends que les gens sentent le besoin de se défendre eux-mêmes parce que c'est complexe en Haïti maintenant, mais gardons à l'esprit que par la suite, ça va être extrêmement difficile de rebâtir la confiance autant dans nos voisins que dans les institutions supposées rendre justice et exécuter les sentences. Maintenant, on va mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. Sociologue Frédéric Braon, mais dans les coulisses, on se donnait une petite blague. Mais sérieusement aussi, c'est paradoxal ce que je suis en train de dire. Vous nous annoncez que vous serez donc, à la Jamaïque pour faire du tourisme. Hein? Donc, et puis je vous ai demandé, est-ce que c'est le sommet qui vous a influencé? Vous avez partagé avec moi une compréhension, si vous voulez, un peu particulière de la crise, comme pour mettre la chose sur un plan touristique.
pour parler de ce que Haïti pourrait bénéficier si seulement. Oui, en dehors des ondes, je vous avais dit que la semaine prochaine, je ne serai pas disponible parce que je serai en vacances à la Jamaïque. Je ne suis pas indiscret, j'imagine. Oui, non, ce n'est pas indiscret. Bon, c'est la moindre des choses que je me paye des vacances. Mais ce que je pars avec ma famille, nous sommes 4. Donc, sans vous donner des détails, mais l'argent qu'on dépense à la Jamaïque pour cette semaine de vacances, mais c'est de l'argent qu'on ne dépense pas en Haïti. Parce que s'il n'y avait pas ce problème d'insécurité, s'il n'y avait pas tous les troubles qu'il y a en Haïti, probablement qu'on aurait fait des vacances en Haïti. Et j'ai mes amis qui s'en vont à Cuba, au Mexique, à la Martinique, à la Guadeloupe, qui s'en vont en Europe pendant l'été, qui s'en vont aux États-Unis. Mais c'est de l'argent de la diaspora qui n'est pas dépensé dans l'économie haïtienne. Nous dépensons dans les économies de d'autres pays que Haïti, parce que justement Haïti est en crise. Et c'est l'urgence de régler cette crise, parce que combien d'emplois que la diaspora, et je parle juste des gens que je connais ici à Montréal, mais aux États-Unis, en France et ailleurs, il y a des gens de la diaspora qui aimeraient bien faire des vacances en Haïti. Ce sont des choses qui relancent une économie. Même le sommet qui a été fait à la Jamaïque, ce sommet-là avait été fait en Haïti avec le nombre de personnes qui étaient présentes, le nombre d'hôtels qui auraient été remplis pendant quelques jours en Haïti. Ce sont des impacts sur la qualité de vie des travailleurs, des petits travailleurs d'ailleurs. Donc, il faut... C'est tout ça le drame haïtien, c'est tout ça le mal qui est fait au pays actuellement, de savoir que non seulement pour des raisons sentimentales, je serais intéressé à rentrer en Haïti, bon, à chiter en bon pied, en man là, manger 2-3 mangos, on va aller en plage. Mais au-delà de ça, c'est que cette présence permet à des gens de gagner leur vie. Donc, ça fait partie de l'urgence de résoudre la crise. Et on n'y pense pas peut-être pour l'instant. Peut-être on n'aura pas le temps, mais c'est dommage. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Frédéric Baron, sociologue Frédéric Baron. Alors, pour me faire une précision, hein, au Canada, le professorat, être professeur, c'est un titre et c'est l'État qui détermine ça. Mais bon, en Haïti, on enseigne en primaire, on est professeur, comme à l'université. Donc, on ne peut pas faire ça à chaque fois que je dis professeur pour que l'auditeur soit capable de comprendre que c'est parce que par respect pour la loi canadienne, ou pas vouloir le professeur parce que son grade, c'est déterminé, défini par la loi. L'aime dit, les haïtiens comprendre, mais parce que tu comprends comme haïtien. Merci beaucoup, monsieur Frédéric Baron, sociologue canadien d'origine haïtienne, qui a suivi crise là, d'abord comme haïtien, j'ai bien dit, d'abord comme haïtien, mais ensuite comme sociologue avec tout bagage, ça qu'on gagne, on peut nous analyser et bagaille dans le plan académique, diplomatique et vraiment nos dimensions. Bon, avec une pensée vraiment, on a autre dimension, d'une autre dimension. Merci beaucoup, merci avec et bonne journée avec nous sur Métropole. Merci, vous passez une très belle journée. Et puis bonnes vacances, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. La ronde, ça va pas finir, hein? Très bien. Voilà, on vous laisse avec ce sourire. Il faut toujours sourire, rire et espérer, comme nous osons le dire, parce que nous croyons et nous espérons. Et c'est ce que nous faisons chaque jour en nous levant, en nous réveillant. Donc, nous croyons qu'à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit son sourire. C'est le but de l'action, c'est l'action qui engendre, si vous voulez, le développement et qui fait naître la démocratie dans toute société. Nous croyons et nous agissons, nous-mêmes nous ne parlons pas seulement, et nous faisons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous devons aussi. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Votre invité, le sociologue Frédéric Baron, canadien d'origine haïtienne, et merci à toute l'équipe. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lisa Loto. Qui ça qui pi bon banque pour? Ton intérêt qui pi bas? Frais service qui pas trop haut? Ou sinon, yon banque qui là pour financer projet. BNC a proposé tout ça. La compagnie a fait joindre toute qualité crédit ou a bien besoin. Pour aider ces entreprises à gros entreprises acheter équipement pour résoudre problème électricité yo.
Ou c'est un entrepreneur, un commerçant, BNC a aidé à relancer business pour aider à traverser moments difficiles. Acheter un terrain ou bien un caille, agrandir ou bien réaménager caillou, Kaipam, c'est plus bonne solution crédit sous marché pour aider à réaliser rêve. Non bon temps ou mauvais temps, BNC c'est seule banque, l'offre à porte, li répond nous. Banque nationale crédit, c'est banque pays. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Arrêtez, jardin on plante ou pas ka ouze parce que ou pas gen courant. Pourtant, kounya solution en courant. Yon pompe solaire Maxime G, c'est li pour exiger. Compagnie Monbay offre nous full package système pompe solaire Chimge a cap pomper de l'eau toute journée pour faire agriculture nous fleurir toute saison, pour faire l'élevage, pour ti industrie fonctionner. Pour kayo même ak pompe de l'eau solaire Chimge, c'est belle économie sous gaz ak l'autre dépense pour courant. Full package système pompe solaire Chimge, inverter, panneau ak tout l'autre matériel pour installer pompe là, gen 1 an garantie sou yo. Nap jwenn pompe solaire Chimge dans centre commercial Monbay la tabar, dans tout bon jan yo ak nan an pile magasin qui vend équipement énergie solaire. Pour plus de détails, relé dans 42 54 50 35 ou bien quittez un message WhatsApp. Pompe solaire Chimge a bien branché. Tous les jours, pendant toute l'année, vous avez fait ce geste. Et elle ne vous a jamais lâché. C'est parce que vous avez sur votre capot une batterie Bosch. Année après année, Bosch continue d'améliorer la qualité de ses batteries pour mériter votre confiance. Unipièce SA, représentant exclusif des batteries Bosch en Haïti, vous remercie de votre confiance. Bosch, l'une des meilleures batteries au monde. Toi, avec client fâché, moi, plus de bolette. Scasé. Fais les bouchons. Hé, regardez dégaré. C'est en 2021 nous oui. Nous pas connait bolette c'est sous cellulaire ça je connais. Avantage bolette là, c'est dans les saliers bébé. Fait étoile 888 dièse. Lisa, c'est prospérité en toute liberté.